Aujourd'hui, nous allons donc recevoir un témoignage. Il est suivi sur les réseaux sociaux. C'est Mr. Ali Brown, suivi par 47 personnes. Comment vas-tu? Je te laisse te présenter. Je vais très bien, merci Maya, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Mr. Ali Brown, créateur de Joie de Vivre sur les réseaux sociaux. Présent sur TikTok, Instagram et sur YouTube également. Oui, bien sûr. Ça a son importance. Et combien de personnes te suivent sur YouTube? Sur YouTube, on est une petite communauté. On est 1300 sur YouTube. Voilà. Tu débutes? Je débute sur YouTube, on va dire ça. Voilà. J'ai commencé sur YouTube, j'ai transitionné sur TikTok et ensuite je suis arrivé sur Instagram. Donc je suis là depuis longtemps. J'ai persévéré. Il a persévéré. Et ça paye. Ça paye. Ne dis pas tout. Alors tout de suite, face à face avec Mr. Ali Brown. Léon dit, c'est une rubrique qui rassemble tous les clichés autour de l'homosexualité. Et pour ça, j'avais besoin de ton avis. C'est pourquoi tu as entre les mains cette petite enquête pour nous dire si tu es d'accord ou pas. Bon, ça coule de source ou pas, nocé. Le premier cliché, les plus fous et les plus fous et inimaginables. On dit que l'homosexualité est une maladie. Non. On dit que l'homosexualité... On dit qu'on ne naît pas homosexuel. On ne naît pas homosexuel. Non. D'accord. Quand tu me dis non, tu veux me dire que... Sachez que c'est une rubrique où on pose vraiment les questions, les clichés. Hein. Les gens disent non, il n'est pas né homosexuel, il l'est devenu avec le temps. Non, on est homosexuel. On est né en étant homosexuel. On se rend compte de son homosexualité, tout comme on se rend compte de sa sexualité un peu plus tard, à l'âge adulte. D'accord, mais on est homosexuel. Mais on est homosexuel. On est cliché, né comme ça. Cliché. Alors... Merci d'avoir répondu à ces clichés. On n'a pas pris les plus fous parce qu'aujourd'hui, c'était un témoignage. On voulait beaucoup de bienveillance. D'accord. Et on voulait surtout t'écouter. En tout cas, ladies and gentlemen, on est homosexuel. Et on s'en rend compte avec l'âge de la même manière qu'on est et que plus tard, on se dit, j'aime les bruns, j'aime les brunes, j'aime les roux. C'est ça? Exactement, c'est ça. Merci d'avoir répondu. Et ce n'est pas une maladie. Non, ce n'est pas la grippe. On ne va pas à la pharmacie et on prend des médicaments pour en guérir. Non. Sinon, ça serait trop facile. On prendrait tous un médicament pour être hétéro. Oh. Ah. Ok. Alors, et sans plus attendre, la chronique facteurs sociaux. La rubrique des facteurs sociaux, les amis, vous qui me regardez à la maison, qui êtes dans votre plaid ou en voiture, peu importe, qui nous écoutez. C'est une rubrique où on fait référence aux différents facteurs sociaux qui peuvent impacter ou non, qui ont des conséquences ou non sur notre thématique du jour. Moi, je parlerai de l'environnement. Et ma question est la suivante. Il y a de cela peu de temps que l'homosexualité est un sujet abordé de plus en plus facilement. Qu'on voit de plus en plus d'homosexuels, que ce soit à la télévision, dans les publicités et autres. Est-ce que le fait que l'homosexualité, je ne dirais pas c'est démocratisé, mais soit plus visible, pousse des personnes à se dire « Ok, voici mon orientation sexuelle, c'est celle-là. » Avant, il y avait moins d'aisance à assumer son homosexualité. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'homosexuels refoulés. C'est pour ça qu'on dit aussi beaucoup souvent que oui, mais vous savez, dans certains milieux sociaux, il y a beaucoup de gens qui masquent leur homosexualité, qui le sont parce que il y avait un peu une omerta sur l'homosexualité. Mais aujourd'hui, à travers les pubs, à travers le fait qu'on en parle un peu plus, à travers le fait qu'on éduque les gens, ou non, hein, parce qu'aujourd'hui, on est là pour échanger dans la bienveillance, on apprend aux gens qu'il y a des homos, en fait. On peut ne pas en parler, mais ils existent. Est-ce que pour toi, ça pousse les gens à assumer leur homosexualité, tout simplement? Ça contribue? Oui, ça contribue énormément déjà à se reconnaître parce que du coup, moi je suis né dans les années 93, donc je n'avais pas de référence en termes de personnages homosexuels, tu vois, donc je me cherchais. Aujourd'hui, bon, tu as la série Pause FX où voilà, on te présente la ball scene, on parle
d'homosexualité, on parle de transgenre. Donc tous ces sujets-là, si tu veux, ça ouvre les esprits et ça permet à chaque individu de se poser les bonnes questions également. Est-ce que je me reconnais dans ce type de personne-là? Finalement, je ne suis pas un sorcier, un monstre. Au contraire, si ces personnes-là maintenant sont sur le grand écran, bah c'est parce que ce sont des personnes qui sont comme moi, qui sont normales et qui s'assument. Donc je trouve que ça aide énormément d'avoir cette visibilité-là en plus aujourd'hui dans les médias. Se sentir pour mieux. Psychologie, pour se dire voilà. Je suis pas anormal, quoi. Je suis pas anormal. Voilà. Il faut qu'on rappelle la définition de l'homosexualité, c'est aimer une personne du même sexe, en fait. Exactement. Aujourd'hui, ça reste encore assez délicat. Mm-hmm. Et au niveau de notre environnement, les mœurs, ça sont un peu bouleversées. Mm-hmm. Hein, on est quand même dans un pays où vraiment les mœurs, bien qu'aujourd'hui les choses aient changé, les valeurs sont très importantes, où le couple homme-femme a été vraiment la figure qu'on a toujours eue, qu'on a vue dans les journaux, dans les magazines, au cinéma, dans notre quotidien. Vraiment. Que penses-tu de l'homosexualité dans la vie des enfants? Il y a des documentaires qui passent aujourd'hui, il y a des émissions qui passent, c'est pour ça que je parle d'environnement. Vraiment dans notre environnement, dans notre audiovisuel. Et il y a des émissions qui ont montré des personnes homosexuelles ou non qui venaient dans les écoles pour dire aux enfants, tu as le droit aujourd'hui d'aimer les paillettes. Tu t'appelles Paul et tu as le droit. Est-ce que tu penses que c'est adapté aux enfants? Est-ce que tu penses que le mot adapté n'a pas sa place? Est-ce que pour toi c'est juste normal? C'est une évolution des mœurs? Comment tu vois la chose? C'est une très bonne question. Je vais donner mon avis honnêtement. Je pense que c'est une bonne chose d'expliquer aux enfants que il n'y a pas qu'une relation entre un homme et une femme, qu'il y a deux types de relations. Je pense aussi que c'est important d'expliquer aux jeunes enfants qu'est-ce que l'amour inconditionnel et l'acceptation de chacun. Quand une personne LGBTQA se présente dans une école, elle n'est pas en train de dire deviens homosexuel. Ce qu'elle veut dire, c'est le monde est grand. Il y a plein de choses dans le monde. Aujourd'hui, tu peux être né en tant qu'homme, mais pourtant à l'intérieur, tu te sens comme une femme en fait. D'accord. Eh ben ça, c'est normal. C'est un sentiment qui est normal et que tu dois accepter. Tu n'es pas anormal. On est là pour éduquer les personnes. On est là aussi pour partager notre expérience et notre vécu. Pourquoi? Parce que je pense que, c'est même pas ça, mais c'est peut-être de la psychologie, mais on sait plus ou moins les choses, l'environnement dans le, pardon, excuse-moi. Pas de problème. On échange, on est à la maison, il n'y a pas de règle. T'inquiète pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est jusqu'à l'âge de 5 ans qu'on sait vraiment que l'on commence à se définir. Ah bon? Oui. D'accord. On sait plus ou moins, ça, j'ai le droit de le faire, ça, je n'ai pas le droit de le faire, tu vois. Donc, du coup, c'est très, très bien dans cette tranche d'âge, dans cette tranche d'âge-là, d'expliquer aux enfants, il y a plusieurs choses dans le monde. Oui, tu aimes les paillettes. Oui, il y a des papillons. Oui, il y a des personnes homosexuelles. Il y a des personnes transgenres. Et tu dois pas en avoir peur, tu vois. Je pense que c'est ça aussi qu'on veut combattre, c'est ne pas avoir peur, parce qu'en fait, c'est la peur qui crée de l'homophobie. C'est la peur qui crée de la violence. Alors que si on est dans l'amour et dans l'acceptation de chacun, en fait, ce sera plus facile. Ça sera plus facile. De comprendre l'autre. Il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de conflit. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense aussi que c'est important de demander l'autorisation aux parents. Avant d'évoquer ces sujets-là? Oui, voilà. D'accord. Je pense que l'éducation d'un enfant, c'est la responsabilité d'un parent. Oui, bien sûr. Donc ça, je l'entends très bien. Bien sûr. Et pour moi, c'est important qu'une école demande la permission aux parents. Avant d'aborder ça. Exactement. D'accord. En parlant de peur, en parlant de toutes ces choses, vu qu'on est là pour écouter ton témoignage, comment, déjà, à quel âge, toi, tu as compris que, ok, désolé mesdames, mais vous ne m'intéressez pas? À quel âge? J'ai pris conscience de ça à l'âge de 12 ans. D'accord. Ouais. À l'âge de 12 ans. Ok. Est-ce que quel est l'élément déclencheur qui t'a fait comprendre ça? J'étais en cours d'éducation civique et en fait, mon prof nous a fait son coming out. Ouais. Et en fait, voilà, il nous a dit, bon, voilà, moi, je suis gay, etc. Je suis marié, en tout cas, je vis avec quelqu'un. Et à ce moment-là, il me s'est dit, ok, donc du coup, lui, il est attiré par les hommes. Donc là, ce que je ressens,
En vrai, c'est normal, tu vois. Encore Il y là, a quelqu'un comme tu moi, retrouves une figure où tu te dis, OK, ça va, je suis pas chelou. OK, il y a quelqu'un comme moi, genre. Voilà. OK. Et de là, je me suis dit, OK, je suis attiré par les hommes. J'ai pas fait une transition où je me suis dit, je me considère comme étant hétéro à homosexuel. Je me suis dit, je suis bisexuel. Parce qu'il y avait quand même cette crainte du changement. Donc, c'était la crainte c'était un peu la sécurité de se dire je suis bi et pas tout de suite. Exactement. Genre, j'ai encore l'espoir d'eux. On sait jamais. Ça peut changer sur un malentendu. Voilà. Okay. Et finalement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Désolée, mesdames, il ne sera pas pour vous. Et quand tu t'en es rendu compte, comment ça s'est passé, en fait? Le cheminement a été lequel après auprès de ton environnement, excuse-moi, ton environnement proche de ta famille? Comment tu as commencé à te comporter? Donc, collège, lycée, j'étais vraiment l'enfant modèle. Donc voilà, l'enfant qui essaye de ramener de très bonnes notes, l'enfant qui parle peu. Je m'exprimais très pas du tout même. Chez moi, j'étais carrément une autre personne. J'avais l'air renfermé alors qu'au fond je ne l'étais pas et je n'osais pas parler de certains sujets avec mes parents. Donc il y avait beaucoup de solitude. Enfin, la solitude, c'est être entouré de personnes mais de se sentir seul. Bah ça, c'était mon quotidien. Ton quotidien? De 12 ans à quel âge? Je dirais jusqu'à mes 21 ans. D'accord. Ouais. Donc tu as gardé ton homosexualité pour toi? Ouais. De tes 12 ans à tes 21 ans? J'ai fait mon coming out à mes 25 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis pas autorisé à vivre de mon homosexualité jusqu'à mes 21 ans. Où j'ai vécu 1 an et demi à Londres jusqu'à mes 22 ans. Et c'est là où je me suis dit, c'est la liberté, tu vois. L'environnement. C'est Londres. La vision était totalement différente. Là, tu vois que les mœurs sont différentes. Exactement. L'acceptation de soi aussi était différente. C'était quoi? C'était le fait de dire, OK, j'ai eu mon prof. Je l'ai gardé pour moi, mais au moins, j'ai eu cette figure qui m'a rassurée de me dire, OK, il y a des gens comme moi. C'est OK. Je suis partie à l'extérieur, je suis sortie du pays parce qu'on dit souvent ça, hein, rester au même endroit, le même environnement, voir les mêmes personnes, avoir les mêmes habitudes, Tu nous as parlé de Londres. Ouais. Donc là, c'est l'environnement et c'est là qu'on voit les facteurs sociaux et leur impact sur notre vie, en fait. Je change de pays, je me sens un peu plus ouvert, je m'accepte mieux, je m'accepte plus, j'assume qui je suis, mes choix, mon orientation sexuelle. En tout cas, j'en avais pris conscience en France, mais je l'ai accepté une fois arrivée à Londres, le fait de voir aussi que la mentalité est différente. Exactement. Et tu as dit que de tes 12 ans à tes 21 ans, tu étais plutôt une personne renfermée, introvertie. Exactement. Qui ne parlait pas beaucoup, qui gardait ses émotions pour elle. Ma question, c'est la suivante. Tu es né dans une famille de confession qui croit, de confession musulmane. Quel a été... Parce que d'habitude, on dit choc des cultures, mais là, choc des valeurs. Comment ça s'est passé avant d'aller à Londres? Le fait de grandir dans une famille qui croit, de savoir que moi, intérieurement, je sais que je suis intéressée par les hommes. Comment ça a alimenté un peu tout ton cheminement? Parce que ça a forcément eu un impact. Ça a eu un énorme impact. La première chose, ça a été beaucoup de peur. La peur de décevoir ses parents et toute la famille, être la honte de la famille. Il y a eu aussi, et ça je pense que c'est très important quand on parle de religion, c'est que je me suis déconnecté de Dieu et j'ai retrouvé Dieu bizarrement quand j'étais à Londres. Quand j'ai commencé à m'accepter, c'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, peut-être que Dieu m'aime aussi. Donc, si tu veux, de mes 12 à mes 21 ans, en fait, je ne croyais plus en Dieu. Parce qu'en fait, je pensais que je n'avais pas le droit de pratiquer la religion musulmane. Parce que tu es homosexuel. Parce que je suis homosexuel. Il y avait ce rejet, cette peur. Il y avait aussi la crainte d'aller en enfer. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de croyances qui nous sont imposées via cette éducation-là, qui peut être une éducation africaine et ou musulmane, ou en tout cas religieuse, qui fait que, en fait, on est renfermé, on n'ose pas parler. Et donc, ce chemin vers la liberté, vers l'acceptation de soi, elle a commencé à mes 21 ans. Et avant ça, j'étais dans le brouillard. Est-ce que du coup, à la maison, c'était plutôt une famille où on te disait « viens apprendre à prier » et en grandissant, mais tu sais, un homme, il faut qu'il ait une femme Est-ce que c'était beaucoup ça? Alors, sur le plan de pratiquer la religion, ils étaient assez flexibles. Ils m'ont dit tu pratiqueras quand tu seras prêt. Comme tu le sens. Exactement. Bon, je n'ai jamais été prêt. Attention, je suis désolé.
n'a jamais été vrai. Mais effectivement, j'ai grandi avec le schéma classique. Voilà, tu fais tes études, tu as ton doctorat. Bien sûr. Avec tu un vas, cadre, voilà, un cadre familial précis. un cadre familial. Après, tu vas te marier. Tu vas te marier, tu auras 3-4 enfants. Et voilà. Et puis. Tout le monde sera content. Exactement. On viendra au mariage et puis on va faire la fête. Exactement. Et puis, un matin, comme ça, tu te lèves, tu dis, j'aime les hommes. Ok. Oh my God. Oh my God! J'aime le schéma qu'on m'a dit, détruit. Il est totalement détruit, là. Détruit. T'as pris le sens inverse. J'ai pris le sens inverse. Et est-ce que, du coup, à ce moment-là, le fait d'être dans une famille croyante, avec un cadre, comme je vois, très équilibré, voilà, où t'en as parlé à quelqu'un, est-ce que tu t'es dit à un moment, ok, bon, peut-être que comme il croit, peut-être que je pourrais me confesser, peut-être que je peux en parler pour me sentir libre? J'en ai parlé à personne dans ma famille. D'accord. Alors, c'était très bizarre parce que j'avais une double vie. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, j'étais OK de dire que j'étais homosexuel et de m'assumer. Waouh. En ayant quand même la crainte que les gens aillent voir mes parents pour leur dire que je sois gay. Je vous le dis, mais le dites pas. Je vous le dis, mais le dites pas. Et chez moi, non, j'étais Ali, enfant modèle. D'accord. De double vie, en fait. Étant issu d'une famille croyante, musulmane, il y a eu, voilà, cette double difficulté. Mais pour tout le monde, hein, je pense qu'il y a toujours une double, une triple difficulté. C'est pas en soi la religion qui est une difficulté, mais le fait de grandir dans ce cadre, c'était dur pour toi, c'est ça, d'en parler à tes parents. Du coup, comment ça s'est passé? Donc, tu avais cette double vie, comme tu l'as dit. Dehors, c'était Mr. Ali Brown, ladies and gentlemen. À la maison. Non, vous voyez pas. Il a... Oh my God, I like it. Mais ma question, c'est Ali, le fils modèle, qui a des bonnes notes à l'école, qui écoute les règles, qui fait pas... Voilà. Qui fait pas de vagues. Qui fait pas de vagues. Comment jusqu'à combien de temps il a réussi à vivre comme ça avant de faire son coming out? Jusqu'à mes 25 ans. Hein. C'est à mes 25 ans que j'ai eu le déclic de me dire, là, il faut que je sois 100% honnête et 100% moi-même. Il faut que ça se sache. Est-ce que dans ces facteurs qui t'ont poussé à faire ça, l'entourage, la famille, les questions qui revenaient, je pense, sans cesse les mêmes. Mais Ali, c'est quand tu nous montres ta copine. Mais Ali, c'est quand tu nous fais un petit bébé, un petit Ali Junior. Est-ce que c'est un peu une pression qui a joué sur... Eh ben, oui. Un côté oui, parce qu'en fait, tu mens à chaque fois à tes parents. Tu mens. Tu te sens mal. Et oui. Parce que tu sais que là, en fait, t'es pas toi. Oui, tu vas dire, tu te maries quand? Ah non, tu sais, là, je vais d'abord avoir mon master. Bon, là, t'as ton master, du coup, la femme, elle arrive quoi? Ah non, d'abord, je vais avoir un CDI. Bon, maintenant, t'as un CDI, elle arrive quoi, la femme? Ouais, mais c'est dur à trouver. Et là, tu utilises le cousin ou le copain. Mais lui aussi, vous voyez pas, il est célibataire, c'est pas facile et tout. Et puis surtout, moi, j'ai eu le cas où, en fait, j'avais des cousins et des cousines qui ont commencé à se marier. Ah là, ouais. Et donc là aussi, tu commences à avoir les parents qui commencent à te comparer. Avec les lunettes. Exactement. Comment ça se fait que tel cousin, il a trouvé sa femme, l'autre, elle a sa femme. Regarde, lui, maintenant, il a un enfant. Du coup, ma copine, elle est devenue grand-mère. Du coup, moi, Tu es fils unique? J'ai 3 frères et sœurs. Et je suis l'aîné. Et t'es l'aîné. En plus de ça. D'où l'exemple, tu vois, le fils modèle qui a fait les choses carrées. On dit souvent ça, que les aînés ont cette pression de l'exemplarité. Ah ils doivent oui. être bons à l'école, ils doivent être bons dans la vie. Ah oui. Les proches, ils doivent dire, fais comme le fils d'eux, hein, tu vois, lui. Exactement. D'accord. Ouais. Et comment ça s'est passé avec tes frères, du coup, pendant ces 5 ans? Eux non plus ne le savaient pas que tu étais homosexuel? Ou il y en a un à qui t'a fait comprendre, ça va, tu peux faire les hommes. Ma sœur, donc ma première sœur, je lui ai dit, mais c'était autour d'une conversation. Tu vois, un jour, on parlait des gars, je lui ai dit, ah ouais, en fait, j'ai un mec et tout. Oh my God. Et c'est passé comme ça, mais il y a pas eu de débat parce qu'en fait, on le savait. Mais on s'était pas dit. Voilà. Parce que si tu veux, avec mes frères et sœurs, on était hyper proches dans le sens où en fait, c'est moi qui les gardais. Et à l'époque, on mettait de la musique, je twerkais sur la table, sur le truc, on faisait des battles de danse, on mettait sexy dance, on était tac, 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 tu vois. Donc en fait, ils ont dû se dire au bout d'un moment, mon grand frère, il est un peu chelou quand même. Il a un penchant. Donc du coup, il n'y a jamais eu besoin de faire ce coming out parce qu'en fait, c'était, tu vois, évident, quoi. Évident. Donc, j'ai pas eu besoin de leur en parler. Et le jour où tu lui as lancé ça entre deux phrases, elle a pas réagi? Elle a pas réagi. Tu vois, il y a pas eu de, attends, t'es gay? Non, on a juste fait, ah ouais, t'es un mec? Ah ouais, tweet. Et après, du coup, on a parlé des mecs, tu vois. Et voilà. D'accord. Ça a juste enchaîné comme ça. Est-ce que le fait de pouvoir, parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui sont peut-être dans ton cas, le fait de pouvoir en parler à un frère ou une sœur, ça t'a apaisé? Ou comme tu dis que c'était
évident. Pour toi, tu étais déjà à l'aise avec ça. Ouais, pour moi, j'étais à l'aise avec ça. C'était pas un secret pour mes frères et sœurs. Et honnêtement, je pense que si mes frères et sœurs avaient un problème avec ça, ils m'auraient balancé à mes parents depuis longtemps. Tu vois, ils auraient dit, il twerk, il fait des trucs chelous. Et le fait qu'en fait, il ne l'ait jamais fait, je me suis dit, d'un côté, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. Et en fait, ils se sont dit, en fait, c'est sa vie. Il est qui il est et il me voit au quotidien et je suis pas un monstre, tu vois. Et ce côté fraternel, je trouve ça beau parce qu'en vrai, c'est ça l'amour, tu vois. Oui. Que tu sois homo, hétéro ou ce que tu veux, que tes frères ils te soutiennent. Ça peut paraître fou, hein, pour certaines personnes, mais c'est ça l'amour, en fait, le vrai, le pur. C'est peu importe qui tu es, peu importe ce que tu feras, je serai là. Je peux ne pas comprendre, je peux ne pas tolérer, mais en tout cas, je serai avec toi. Je serai là. C'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Ah, vraiment. Vraiment. Et du coup, on chemine donc vers ce chemin qui est d'en parler, de ne pas en parler, mais de le vivre de manière naturelle. Avec ses frères, jusqu'aux 25 ans. Oh my God, je veux tout savoir. Là, tout de suite, merci pour cette rubrique. Facteurs sociaux. Nous avons pu voir l'impact de l'environnement, de l'éducation, des gens qui nous entourent. Et ce qu'on entend, du moins ce qu'on peut analyser, c'est que tout va vraiment dépendre du lieu où on va être, des gens qui vont nous entourer, nous accompagner dans ce cheminement. Exactement. Tout de suite, la suite du témoignage, le coming out de Mr. Ali Brown. Ok. Dis-moi tout. Comment ça s'est passé? Donc, mon coming out, alors, je vais revenir sur plusieurs étapes. La première, c'est que j'ai ressenti le besoin de faire mon coming out parce qu'en fait, je savais que je me mentais à moi-même. J'étais pas honnête à 100%. C'était trop lourd. Et pour moi, c'était, voilà. Il fallait que je sois moi-même. Il fallait que je me vive. Deuxièmement, j'étais en thérapie pendant 2 ans, je crois, 1 an et demi, je crois, où j'étais suivi par une thérapeute parce que en dehors de ça, j'avais bien évidemment d'autres problèmes. Une éducation très sévère, etc. Donc ça, c'est très important. Et donc un soir, je rentre du travail et tout, et je me sens pas bien, Maya. Je me sens pas bien. Je me dis, il y a un truc qui me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Là, je suis pas honnête. Du coup, il faut que j'en parle. Donc j'appelle ma mère. Elle décroche et tout. Je lui dis bonjour maman, etc. Vous la voix qui tremble, les mains moites, et je lui dis, elle me dit vas-y parle. Tu connais les darons. Au téléphone ou oui. Non, au téléphone. Je dis là tu bégayes trop. Je n'aime pas ça. Ça commence à bien faire, Ali. Du coup je lui dis voilà et tout. Je suis gay. Ok. Tu es de quelle origine? Ivoirienne. Ok, d'accord. Du coup il y a un grand blanc et tout. Elle me dit je dis ouais j'aime les hommes, etc. On commence un peu à se disputer, puis elle me dit non, je te rappelle. En fait, elle était chez une amie, donc en fait, elle voulait pas. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, elle me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, ouais, j'aime les hommes, etc. Elle me dit, non, c'est pas normal. Passe à la maison. Donc, le lendemain, je me dis, ok, il faut que je passe à la maison. Je passe une soirée, une nuit terrible parce que je ne dors pas. Je suis très anxieux. Donc, j'arrive à la maison. J'accepte de venir la voir, etc. On parle des banalités. Et là, elle me dit, bon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Parce que hier, moi, j'ai pas compris au téléphone. Donc, je lui dis, voilà, je suis gay, j'aime les hommes. Elle me répond non. Tu t'accotais. Voilà. De manière catégorique. Catégorique. Ok. Non. Ok. Voilà. Comment ça résonne en toi quand tu lui dis, je suis gay, j'aime les hommes? Déjà, t'as mis du temps à le dire. T'as pas dormi de la nuit. T'as récité ton texte toute la route. Et là, tu dis non. Non. Eh ben, en fait, je m'y attendais. Je savais qu'il allait avoir un rejet ou un truc, tu vois. C'est pas comme si j'étais surpris par la réaction. Je me suis dit, ok, c'est normal. Et du coup, j'ai essayé de lui expliquer qu'est-ce que l'homosexualité, etc. Mais en fait, sa plus grande peur, c'était pas tant en fait, c'était plus le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de toi? C'est culturel. Voilà. Tu vois, qu'est-ce que mes sœurs vont dire sur moi? Du coup, qu'est-ce que les gens au village vont dire sur moi? J'étais là, mais en fait, je ne les connais pas. Déjà de 1, et de 2, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tant que je serai, elle m'a dit non, et tout, ça peut pas se faire. Il faut que tu te battes contre ça. Attention, voilà. Il faut que je me batte contre ça. Là, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. C'est comme si on me disait que tu étais mort, en fait. Et à ce moment-là, je lui demande, honnêtement, tu vois, je lui dis, mais tu aurais préféré que je sois mort ou que je sois gay?
très cash. Il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu un long silence. Et ensuite, on a continué sur un autre sujet. Mais le fait, par exemple, pour moi, j'ai pas eu cette réponse-là, ça m'a beaucoup travaillé parce qu'en fait, je me suis dit, pour moi, être gay et être mort, c'est vraiment deux chemins différents. Même si je peux comprendre sa réaction et je sais que ça a été un choc pour elle, parce que elle ne connaît pas. Donc, quand tu ne connais pas, tu as peur. Et c'est normal. Et donc, si tu veux, à la fin de cet épisode-là, tellement j'étais anxieux, tellement j'étais choqué, tellement voilà. En fait, quand elle m'a pris la main, parce qu'en fait, elle était en larmes. On a pleuré. Concrètement, bah oui, parce que moi, ça me fait de la peine de voir ma mère voilà. Parce qu'en fait, tu te dis que qui je suis, là, actuellement, ça blesse ma mère. Mais qui je suis, je ne peux pas le changer. Je peux pas me battre. Je peux pas. J'ai essayé tout au long et là, j'arrive à mes limites. Exactement. En fait. Du coup, si je veux lui faire plaisir, ça veut dire que je ne dois pas être moi, donc je dois être malheureux. Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que la vie, c'est d'être malheureux pour rendre une autre personne heureuse? Tu vois? Et donc, à la fin, quand elle me prend la main, elle me dit, il faut que tu te battes contre ça, il faut que tu te battes, on va trouver une solution. En fait, j'étais tellement submergé par l'émotion, je lui ai juste dit, OK. Tu vois, c'était le OK on va pas aller dans un conflit encore plus. T'as besoin de temps, j'ai besoin de temps. Je respecte. Voilà, je respecte ça, tu vois. Et ce qui est important, c'est vrai que je le dis pas souvent quand je fais des interviews, mais je sais que ma mère m'aime. OK. Je sais que ma mère m'aime et je sais que ça c'est très important et c'est un message aussi qu'il faut dire aux gens, c'est que vos parents vont vous rejeter, mais au fond, je sais qu'un parent aime son enfant, tu vois. Il y a quelque chose d'autre qui fait qu'il nous rejette et qui au final, il ne nous accepte pas, mais je sais au fond que ma mère m'aime. Mais qui je suis, en fait, c'est ça qui fait que c'est les croyances, voilà, qui fait qu'il y a une friction. Oh my God. Je sais pas vous qui êtes chez vous, si vous pouvez pleurer, pleurez. Moi, je peux pas, il y a le make-up, vous êtes tous là et tout. Non, c'est fort ce que tu dis. C'est pour ça que ton témoignage, c'est pour ça que je disais dans cette émission, elle serait vraiment sous forme de témoignage, parce que c'est ton vécu. Et pour moi, le vécu, on peut pas le contredire, on peut ne pas être d'accord. Je peux pas dire non, c'est pas comme ça. Ce qui ressort de ton témoignage, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, est-ce que le fait que ta mère n'ait pas répondu à cette question, ça te fait toujours autant mal? Alors, j'ai toujours, bien évidemment, cette question en tête. J'aurais préféré avoir une réponse. Pour être honnête avec toi et pour être très transparent, après avoir fait mon coming out, j'ai beaucoup pensé au suicide et j'étais au bord d'un métro. Parce qu'en fait, j'étais dans un état, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est important d'avoir une thérapeute, d'être en thérapie, d'aller voir un psychologue. Parce que je pense que si j'avais pas eu quelqu'un, en fait, j'aurais probablement mis fin à ma vie parce que, pour moi, à cette question-là, est-ce que tu préfères que je sois mort ou que je sois gay? Je me dis, en fait, si j'étais mort, peut-être qu'elle aurait eu une peine et elle aurait pu se dire, c'est un fait, il reviendra plus, tu vois. Alors que là, je suis là, donc tous les jours, je vais lui rappeler que je suis homosexuel. Donc, il s'est passé plein de choses émotionnellement, psychologiquement, et ça a été un combat, avec moi-même. Le fait de m'accepter et de me pardonner, donc voilà. Donc c'est pas évident. Oh my God, j'ai le cœur noué, mais je vous mens pas, genre j'en ai des frissons. Parce que c'est une situation qui doit être tellement dure, mais des deux côtés, parce qu'on a en face cette mère qui connaît pas l'homosexualité, et ça, faut que les gens le comprennent aussi. On a le droit de pas comprendre, on a le droit d'avoir des difficultés à tolérer la différence, d'avoir du mal aussi, parce que des fois, je dirais pas que c'est générationnel, c'est pas le mot, mais la manière dont l'homosexualité est de plus en plus abordée, je n'avais pas l'habitude. Avant, il y avait une mère, on parle pas de ça, tu vois. Donc, le fait de se dire, j'ai une mère qui ne connaît pas, qui est là en face de moi, et là tu penses plus à toi en fait, tu penses plus à ton bien-être, tu te dis je la rends triste. Waouh, ok. Et ça c'était à tes 25 ans. Ouais. Aujourd'hui tu as quel âge? Ok. On demande pas là, non, je rigole. Il m'a dit. Girl, on est à la télé là. Non, j'ai 30 ans. D'accord, donc il y a 5 ans de ça. Ouais. Donc aujourd'hui, là, tu es dans tes 5 ans pleins d'acceptation. C'est bon, tout le monde le sait. Acceptation, tout le monde le sait. Tout le monde ne l'accepte pas. Ma mère ne l'accepte pas. On est dans le déni, donc on prétend que rien ne s'est passé. C'est un choix, je l'accepte. Mais vous vivez votre relation, tu continues à voir ta mère, à la fréquenter. On se voit, il y a toujours des petites frictions par rapport à mon homosexualité.
une question que je me pose, c'est au bout d'un moment, il va falloir qu'on tranche. Donc, c'est soit tu m'acceptes dans ma totalité ou pas. Donc ça, on verra ce que l'avenir nous réserve. D'accord. Voilà. Ouh! Oh là là! C'était intense, c'était clair, c'était précis. Aujourd'hui, être noir, être homosexuel, être musulman, c'est 3 facteurs ou 3 points pour les gens qui ne vont pas ensemble. Pourtant, tu représentes tout ça. Et il faut savoir qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins d'homosexuels qu'on ne pense. En France, il y a genre 3,5% d'homosexuels. Alors que quand tu entends ça, tu te dis, waouh, ils sont trop nombreux. Contre 1,5, presque ça avoisine les 2% de lesbiennes, de femmes homosexuelles. Comment le vit ton entourage? Parce que ça s'est quand même ébruité. Comment tu le vis aujourd'hui, à 30 ans? Ça fait 5 ans que je fais mon coming out. Avec ma mère, ça se passe comme ça. Et la priorité, c'est ma mère. Le reste, ils diront ce que bon leur semble. Voilà. Mais comment tu le vis? Est-ce que ça commence un peu? Est-ce qu'il y a un cousin qui t'a dit, OK, moi aussi, j'avais ce... Écoute, je suis très proche d'une tante. Et en fait, il n'y a pas eu de question. Je lui ai juste dit, voilà, je suis gay. Elle m'a dit, OK, bon, tu veux un verre de champagne? Fine. I'm fine with that. Voilà, c'est OK. J'ai une cousine avec laquelle je suis très proche. Donc voilà, après, les autres, en vrai, entre nous, je m'en fous un peu. C'est pas eux qui payent mes factures et mon eau, donc... C'est très clair. Si vous n'étiez pas au courant, voilà. Quel conseil ou quel mot tu donnerais parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que cette émission, c'est vraiment un témoignage de bienveillance. C'est un témoignage pour parler des choses, parce que certaines personnes pensent qu'en ne parlant pas des choses, elles n'existent ou elles n'existeront pas. Mais c'est faux. Ali, il est là, il est devant nous. Mr. Ali Brown, sorry. Yes. On l'a pas inventé, en fait. C'est pas du fake. On ne peut pas partir chercher pour lui dire, allez, fais telle ou telle chose. Quel conseil tu donnerais? Je donnerais le conseil suivant. Premièrement, si jamais tu es homosexuel et que tu regardes cette émission, je dirais avant de faire ton coming out, vérifie bien ton environnement. Est-ce qu'il est safe ou pas? Si jamais tu sens que voilà, il y aura des résistances, et ton indépendance financière, pardon. Avant de... Voilà. Très important. Ça passe par là. Parce que si on te met à la rue, voilà, non. Il faut que tu sois safe. Donc, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai fait. J'ai attendu d'avoir une indépendance financière vis-à-vis de mes parents. Parce qu'on sait jamais. Deuxièmement, cherche de l'aide. Thérapeute, psychologue. C'est très important d'être suivi. Fréquente le milieu avec des personnes saines. Je précise. Voilà. Et surtout, si tu avais l'habitude de pratiquer une religion et qu'il y a un moment tu t'es déconnecté de Dieu, moi en tout cas mon message c'est que Dieu aime les gays, Dieu nous aime, Dieu nous a créés parce qu'en fait on est ses enfants, on lui ressemble et en fait on a le droit d'être là et on est légitime de pratiquer notre religion, notre spiritualité. Pour les parents, je dirais que il est important de s'éduquer, mais avant tout de mettre l'amour de son enfant avant tout, parce que n'oublions pas que la religion c'est l'amour. C'est pas la haine, c'est pas le rejet, c'est l'amour, c'est l'acceptation, c'est le partage. Donc toujours pensez à mettre ça en avant, peu importe les situations que votre enfant va vous amener. Et puis pour toute l'audience de Maya, que dire? Vivez votre vie. Vivez votre vie. Voilà, liberté. Oh là là. Alors, franchement, merci pour ces belles paroles. Qu'est-ce que je peux ajouter? Franchement, j'ai pas les mots. Merci pour ta sincérité, pour ta transparence. Merci d'être toi, ma diva. Yeah, ça y est. Oh my God. Merci d'être toi. Merci de venir et de parler de ces choses dont on veut pas parler, de ces choses qu'on veut rendre invisibles. Parce qu'en fait, je répète, il faut aussi entendre à travers ce témoignage que certaines personnes ne tolèrent pas l'homosexualité. Et je ne pense pas, je ne sais pas, hein, là je pose des questions, que ça fasse d'eux des homophobes. Non. Je sais pas, c'est vraiment une question que je pose. Est-ce qu'une personne qui ne tolère pas l'homosexualité est une personne homophobe ou est une personne... Je pense qu'il y a deux écoles. Tu en as qui vont te dire oui. Pour moi, ça dépend. Est-ce qu'il y a ne pas la tolérer, c'est une chose. Pour moi, l'homophobie, c'est quand il y a un réel... une hostilité. Une hostilité, tu vois. Voilà, tu veux okay. vraiment blesser la personne. Tu veux briser leur droit de vivre, leur droit d'être. Là, pour moi, c'est de l'homophobie. D'accord. Mais si tu me vois et tu me dis, bon, bah, j'aime pas les gays, mais ils font ce qu'ils veulent et franchement, I'm fine. Ok. Voilà.
Très bien. Très bien. Merci pour ces belles paroles. De rien. Merci pour son témoignage Avec rempli plaisir. de rebondissements, rempli d'amour, rempli de sincérité et de respect. J'espère que je ne t'ai pas blessée. J'espère qu'il n'y a pas Non. de phase qui Bien voilà. sûr. Merci à vous de nous suivre. L'émission s'appelle Ici, tout est dit. On dit tout sans langue de bois. On espère que ça vous plaît. On espère que vous allez apprendre. On espère que si toi, tu es dans la même situation que Mr. Ali Brown, tu te diras, OK, bah, j'ai quelqu'un, en fait, qui vit les mêmes choses que moi, qui rencontre les mêmes obstacles, les mêmes réalités. Donc, c'est OK, en fait. C'est OK, oui. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode et je vous fais un gros bisou. Merci à toi. Merci, Maya.